D'accord, mais épouse-moi d'abord. Ça s'appelle un compromis. Ça s'appelle du chantage. C'est déloyal. Le mariage, c'est qu'un morceau de papier. Dans mon monde, c'est ce qu'on fait quand on est amoureux. Oui, dans mon monde, à mon âge, c'est ce qu'on fait quand on est enceinte. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits vampires brillants, mes petits loups-garous du campus, mes petits Volturiri, Fifi et Loulou, et bienvenue dans La Saga, le podcast de toutes les sagas du cinéma, même celle qui me donne envie de changer de métier. Je suis Sofiane Elkassi, je suis de retour, enfin, ça y est, c'est la rentrée, je suis là. Et cette semaine, on va vous parler de Twilight chapitre 3, Total Eclipse of the Heart. C'est quoi le titre français déjà ? À chaque fois, je me rappelle jamais du titre français. C'est Hésitation. Hésitation. Et pour m'accompagner cette semaine, vous reconnaissez sûrement déjà sa voix, puisque c'est une habituée de la maison, que vous pouvez écouter du côté du Lemon Adaptation Club et de First Print en ce moment, entre autres, et parfois même dans The Marvel Initiative, mon autre podcast. Coucou Océane. Coucou, comment ça va ? La reine est morte. Oui, je te confirme qu'elle est morte. Littéralement Ça a été 2 une drôle secondes. de journée. Littéralement 2 secondes Ouais. avant qu'on fasse ce podcast, la reine est morte. Moi, je pense que c'est Stéphanie Meyer qui a réussi à la tuer par le pouvoir de l'esprit et J'ai dû voir Twilight 3 2 fois. Et je l'ai Oui, mais revu. c'était pas à cause de la reine. Non, je l'ai revu cet après-midi. Et j'ai déjà presque oublié tout ce qui se passe dans le film. Heureusement que je prends des notes. Mais là, ça fait partie de ces films-là où, en gros, je me dis, c'est tendu quand même. Et Twilight, ça représente quoi pour toi ? L'adolescence ? Le problème, c'est que c'est l'adolescence et je sais qu'en fait, c'est des trucs. Je sais que c'est des films et des livres qui sont pas bien. Mais il y a quand même une sorte d'attachement parce que ça fait partie des premiers bouquins un peu young adulte que j'ai lus et qui ont été assez présents dans mon adolescence. J'ai lu Twilight quand je suis rentrée au lycée, donc c'est vraiment pile cet âge où tu commences à te poser un peu des questions sur ta vie sentimentale, où tu commences un peu à être en quête de quelqu'un, d'un petit ami ou d'une petite amie. C'était vraiment, c'est des bouquins où je savais pertinemment que ce que je lisais allait déjà à l'encontre de mes valeurs il y a 10 ans. Et pourtant, en fait, je les lisais quand même parce qu'il y avait un truc qui rendait un peu accro. Ouais, c'est un peu le mot que pas mal de fans à l'époque utilisaient. Et encore aujourd'hui, en fait, je me surprends parfois à relire le premier en me disant il y a des passages qui fonctionnent bien et à me souvenir de ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ça pour la première fois. C'est assez paradoxal. C'est vraiment, en fait, c'est même pas un plaisir coupable parce que je ressens pas vraiment de plaisir devant, mais ça reste un passage de mon adolescence où je commençais un peu à déconstruire ce que j'appréciais. Et c'est pour ça que je pourrais jamais désavouer ma passion pour cette saga parce que ça a été assez important pour moi à une échelle moindre qu'un Harry Potter, hein, par exemple. Mais je suis quand même contente d'avoir pu vivre ça en direct et devenir fan de Pattinson et de Stewart en direct parce que j'ai été très vite fan d'eux et j'étais très contente de voir qu'ils ont réussi à bien s'en sortir après Twilight parce que tu te doutais que ce serait pas évident et franchement quand je les vois maintenant je suis un peu fière de me dire j'ai vu tourner de la merde et maintenant ils vont aux Oscars donc c'est plutôt chouette. En fait, quand t'enlèves un petit peu le côté, parce que c'est très religieux au fond, Twilight. Ah On oui, sent que c'est écrit par une religieuse, complètement. quoi. Il y a quand même ce côté. Oui, par une mormone, bien sûr. Il faut se marier, avant de coucher ensemble, etc. Enfin, il y a des petits trucs. C'est très pro-life. Mais si t'enlèves un peu tout ça, est-ce que ça,
Ça montre bien le mal-être adolescent au final, c'est ça peut-être qui t'a attiré vers Oui, ce bouquin. oui, bah c'est ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça reste une dépiction assez cruelle et parfois très crue de l'adolescence. Donc effectivement, avec le drama supplémentaire que l'histoire fantastique apporte. Mais par exemple, quand Bella est au bout de sa vie après sa première rupture avec Edward dans le 2, bah clairement quand tu vois le film et qu'elle tourne que la caméra tourne autour d'elle avec les saisons qui passent et le morceau Possibility qui est encore très culte auprès des fans, bah c'est avec une économie de moyens, ça représente bien c'est quoi la dépression. Bah en fait c'était prostré dans certains cas évidemment hein, t'es prostré, tu regardes le temps qui passe sans réagir et il y a quelque chose d'un peu réaliste dedans. Donc je sais pas si elle-même a souffert de dépression, mais je trouve qu'entre elle et le personnage de son père qui pareil est assez dépressif, le départ de sa femme, il y a quelque chose qui sonne juste. Donc ça sonnera pas forcément comme une expérience universelle, mais bah, à titre personnel, étant passé par là, je me suis beaucoup retrouvée dedans et c'est peut-être ça, à mon sens, qui vit le mieux aujourd'hui. C'est justement peut-être l'une des situations, malheureusement, qui est vécue par de plus en plus de gens. Ouais, un truc, parce que j'ai assez bien aimé le premier Twilight. Oui, je l'aime beaucoup aussi. C'est Enfin, vraiment une de mes teen movies préférées. Je l'ai en tout cas pas trouvé détestable, en tout cas. C'est ce non, que voilà. en fait, tu peux trouver ça vraiment très bleu, parfois très kitsch. Il y a des moments qui font rire parce que c'est un peu ridicule, mais je trouve que c'est un teen movie qui a très bien compris que tout l'enjeu de cette saga, en fait, c'est juste que c'est une meuf humaine qui veut pécho un vampire, quoi. Parfois, faut pas aller plus loin dans ce que tu regardes. Et je trouve que Catherine Hardwicke, qui est la seule femme de la saga la seule femme à avoir réalisé un film de la saga, donc je trouve ça assez évocateur par rapport à la place des femmes dans la saga Twilight. Ça se ressent, je trouve. Hein. Ouais, il y a une différence. Hein. Enfin. Oui. Il y a un côté beaucoup plus blockbuster dans les suites, un petit peu, alors que c'est pas censé être des blockbusters, tu vois. Oui, non, c'est pas des blockbusters, c'est vraiment du drama dans une petite ville, entourée de montagnes avec des trucs chelous. Donc on n'est pas dans Twin Peaks, mais hélas. mais mais t'as un truc autour de justement du désir adolescent qui est oui, il y a une attirance, un truc qui arrive beaucoup. T'as cet aspect de l'amour interdit avec le vampire. C'est vraiment une métaphore, c'est une métaphore empaquetée dans un morceau de carton mouillé. Mais ça marche parce que tu peux t'identifier à ça, tu peux t'identifier à cette personne inaccessible que tu as envie de pécho et qui, pour X raisons, se révèle être un vampire. Toi, en tant que spécialiste de l'adaptation, est-ce que tu trouves que ce sont des bonnes adaptations, les films ? C'est intéressant. Du coup, j'avais fait un double épisode de 4 ou 5 heures sur toute la saga. Et en fait, le constat était assez unanime. C'est que plus tu avances dans les films, et moins c'est fidèle. Ce qui fait que le 1 a coupé certaines scènes un peu emblématiques, mais ça reste quand même... l'ADN reste par rapport au 2 où il y a encore quelques petits restes, mais tu sens que le réal a voulu se la jouer. Je refais des peintures, mais en version film. Et à partir du 3, en fait, ça part totalement en vrille. Le matériau de base n'est plus du tout respecté, à part les grandes lignes directrices. Et chacun fait ce qu'il peut pour créer des scènes, en enlever. C'est plus super fidèle. Ça garde en fait les trucs les plus problématiques. C'est ça qui est très drôle. Tu pourrais te dire qui fait un effort pour retirer certains aspects un peu controversés. Et tu vois, par exemple, dans Sandman, t'as Neil Gaiman qui chapeautait un peu l'adaptation. Il passe un peu sous silence le fait que l'un des personnages un peu qui ressemble un peu à Sandman, en fait, a violé une femme. Et en fait, il le dit pas du tout dans la série. Et tu te dis qu'il a un petit peu gommé cet aspect un peu problématique de la BD pour que dans la série, ce soit une situation un peu différente. Et là, en fait, tu pourrais te dire que pour Twilight, histoire que ça passe un peu mieux, il pourrait retirer un peu le phénomène d'imprégnation des loups-garous et tout ça. Mais en fait, non, tous les trucs les pires, en fait, il
comment dire, il les amplifie fois 1000, ce qui fait que quand tu regardes le film, tu te dis mais c'est horrible, et quand tu lis le bouquin, tu te dis bon, c'est horrible, mais comme tu as autre chose tout autour pour broder un petit peu, bah, c'est peut-être un peu moins visible. Et en fait, plus ça va et plus les films montrent ce qu'il y a de pire dans l'idéologie et l'écriture de Stéphanie Meyer, sachant que le premier, si tu retires le texte un petit peu, je me préserve pour le mariage, c'est pas non plus le film le plus conservateur que j'ai vu de ma vie. Même dans les teen movies, j'en ai déjà vu qui avaient des discours bien plus nauséabonds, notamment sur Netflix où t'en as pas mal qui ont vraiment des trucs assez hardcore, je trouve, bien républicains, bien religieux, bien dégueulasses. Bon, le premier reste encore raisonnable, et pour moi, c'est vraiment à partir du 2 que tu as le mariage de Bella et Edward qui rentre dans l'équation, que ça vire totalement délire hyper religieux, assez gênant par moment, quoi. Qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Elle a fait des trucs après? Alors, elle reste assez discrète. Vraiment, elle se la joue un peu comme l'autrice d'Hunger Games, Susan Collins. Elle vit vraiment très très loin du spotlight. Elle a pas de compte Twitter où il dit des horreurs transphobes comme J.K. Rowling, par exemple. Donc, c'était peut-être pas si mal que ça en fin de compte. Mais plus sérieusement, non, elle vit toujours sa vie pépère. Je sais que de temps en temps, elle publie un peu des bouquins toujours très young adulte. Elle avait fait un autre bouquin qui s'appelait Les âmes vagabondes et qui avait une adaptation par Andrew Niccol, qui était un film épouvantable de bout en bout. Et sinon, non, elle a écrit le premier bouquin Twilight, mais du point de vue de Edward. C'est sorti il y a 2 ans, Midnight Sun, qui était dans ses cartons depuis des années. Et qui avait servi de base de travail à Pattinson sur le premier Twilight d'ailleurs. Donc c'est là que ça avait chuté. Elle avait décidé d'arrêter de l'écrire et finalement elle l'a republié il y a 2 ans. Mais elle vit vraiment une vie très discrète, peut-être à l'image de sa religion ou quoi, mais c'est pas une nana que tu verras souvent dans les médias parce que elle tient à préserver sa famille et tout ça. Et même de manière générale, c'est pas vraiment une femme qui est d'un naturel à l'aise devant les caméras. Tu vois qu'à chaque interview qu'elle fait, honnêtement, elle a l'air hyper timide, hyper réservée. Et, elle préfère communiquer par son blog que par la télé ou la radio. Donc vraiment une ermite, quoi, un peu une vampire, on peut dire. Tiens, en parlant d'ermite, j'ai fait un épisode de mon podcast perso sur Patreon. C'est bien que tu parles de ça, je peux faire de la pub comme ça. Sur les ermites, parce que moi j'en suis un peu, hein. Et donc je me suis dit, j'ai parlé de Salinger, j'ai parlé de Syd Barrett, j'ai parlé de plein de gens, de Howard Hughes, enfin vraiment et j'ai fait un petit épisode de 45 minutes sur ces gens-là et essayer d'expliquer pourquoi ils c'est devenu les ermites. Et c'était super intéressant, j'ai vachement aimé le faire. C'est bien d'arrêter de parler de cinéma de temps en temps. Oui, en plus on voit à quel point pour certains devenir un ermite, c'est vraiment il y a un rejet justement d'être sur la place publique et c'est vraiment un geste hyper radical. Hein. Ouais. Est-ce que tu as un film préféré en dehors du premier? Justement le 3. Le 3, ouais. C'est bien que je parle de ce film, mais en fait c'est peut-être celui qui a le meilleur metteur en scène des 4 réalisateurs et réalisatrices qui sont venus sur la saga. En matière de pure technique, de photos et tout ça, c'est peut-être le plus propre. Et en fin de compte, ça fait un peu passer la pilule de ce qu'on compte, à savoir un triangle amoureux entre un vampire de 100 ans et un garou un peu pédo sur les bords, tu vois. Donc c'est toujours bien quand la réalisation elle suit au moins un petit peu. Donc c'est vraiment l'un des films de la saga où tu me mets devant, je regarde ça pas avec plaisir, mais c'est pas non plus pénible, c'est pas une corvée comme ça peut l'être pour les 4 et 5 qui sont pour moi vraiment les pires films à tous les niveaux. Ah, j'ai hâte. Et enfin la question, bien sûr, que je suis obligé de poser vu qu'on parle de Twilight. T'es plutôt Team Edward ou Team Jacob? Je vais dire Team Edward parce que je trouve justement, et c'est peut-être pour ça que le 3 est mon deuxième préféré après le 1, c'est que le 3 te montre à quel point Jacob est juste un être humain absolument détestable
à tous les niveaux et que c'est le mec qui va vouloir pécho sa crush à tout prix, même si elle n'est pas consentante. Et pour moi, c'est un peu la ligne qui est franchie, si Ouais. tu veux. Edward, il est un peu creepy, je suis d'accord. Il regarde Bella par la fenêtre et tout ça, mais il n'a jamais rien fait sans son consentement, ne serait-ce qu'au niveau de l'intimité et tout ça, ce qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et quand j'ai lu pour la première fois Jacob embrasser Bella de force, et que quand Bella tente de lui foutre un pain, elle se casse la main, j'ai trouvé ça d'une violence vraiment très extrême. Et c'est vraiment, à mon sens, c'est là que je trouve quand même l'œuvre assez nauséabonde, c'est que tu veux contre-attaquer face à ton agresseur, parce que dans ce cas-là, il est un agresseur, et tu te casses la main et, en mode, c'est un peu une punition pour avoir osé te rebeller. Et c'est là que j'ai compris que Jacob, en tant que pas un bon ami, il respecte pas ce que veut son amie Bella. Je le trouve très antipathique et très égoïste. Donc ça se comprend parce que c'est un ado, mais même Bella, qui pourtant prend pas les meilleures décisions du monde en toutes circonstances, elle a pas forcément cet égoïsme-là, et au contraire, elle essaie d'être altruiste en se foirant totalement à chaque fois, mais elle essaie de faire de son mieux, alors que Jacob, dès qu'il faut être un gros connard, et ben il est un gros connard, et j'aime pas les connards. Voilà. Je me posais la question, il n'y a pas un moment où ils disent dans les 3 premiers films que si Jacob est comme ça, c'est parce qu'il vient de se transformer en loup-garou pour la première fois et donc il est beaucoup plus agressif ou un truc dans le genre? Il n'y a pas une explication un petit peu... Parce que c'est un mec gentil au début, quand tu le vois dans le premier film, ça n'a pas l'air d'être un gros connard, tu vois. C'est un mec gentil. Après, ce que sous-entend Stephenie Meyer, et là, peut-être qu'on en parlera, mais c'est le traitement des loups-garous et de la tribu des Kilotes, mais le fait que être un loup-garou amplie ton agressivité, ta colère, et amplifie tes émotions négativement, de base, effectivement, le personnage part avec un sacré boulet. Mais tu peux te dire justement que c'est quand même une représentation un peu raciste de te dire que tous les Indiens, c'est des gens qui sont tout le temps agressifs, tout le temps en colère parce que c'est des loups-garous. Je trouve que c'est un imaginaire assez violent et très mal exploité par Stephenie Meyer. Et c'est vraiment pas le point le mieux traité, je trouve, de la saga. Mais après, voilà, je trouve que Jacob part quand même avec pas mal d'inconvénients. Mais le problème, c'est que là où d'autres personnages auraient pu un petit peu en ressortir, un petit peu avoir une sorte de rédemption, de ah oui, finalement il est cool et tout ça, pour Jacob, jusqu'au bout, pour moi, c'est vraiment un immense salopard et s'imprégner de la fille, de la meuf que tu veux. Pour moi, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de lire sa partie dans le roman, parce que dans le roman numéro 4, tu as une partie Bella, c'est une de miel avec Edward, la partie numéro 2 où tu suis la grossesse de Bella du point de vue de Jacob qui passe son temps à se dire c'est dégueulasse machin, et la troisième partie c'est Bella en tant que vampire et toute la fin de la saga. Et la partie numéro 2 c'est vraiment de Jacob. C'est insupportable à lire, le personnage est pas attachant, pour moi c'est vraiment le pire personnage de la saga, et pourtant Rosalie existe, donc c'est pour te dire le niveau quoi. Et après il part pas avec un avantage, puisqu'il y en a un qui est incarné par un très bon acteur et l'autre qui est pas incarné par le meilleur acteur du monde. Entre Edward et Jacob, ça aide pas non plus, je trouve, quand même. Et en plus, le pire, c'est que je parlais à l'instant un peu du racisme par rapport à la représentation des Kilotes, mais Taylor Lautner n'est pas du tout amérindien. c'est ça aussi, à mon sens, qui est un petit peu insultant, juste au niveau des films. Je trouve ça assez insultant de te dire je vais mettre en valeur une tribu qui d'ailleurs existe réellement. Les Kilotes, ils existent réellement. Je crois que c'est vraiment une toute petite réserve qui a pas mal de difficultés financières, donc ils avaient lancé des appels aux dons pour être un petit peu soutenus notamment par les fans de Twilight qui restent quand même assez actifs. Donc tu te dis la moindre des choses, c'est d'engager un acteur de là-bas en fait, ou du moins qui est amérindien, qui correspond à la bonne ethnie. Et en fait, ils ont même pas fait cet effort-là, parce qu'ils se sont un petit peu fait embobiner par Taylor Lautner, de ce que j'ai compris. Mais de base, pour moi aussi, ça partait très mal, parce que même si Pattinson, au bout du deuxième film, tu sens qu'il a déjà lâché l'affaire, parce que il était très pote avec Catherine Hardwicke, et c'était seulement avec elle qu'il avait kiffé
faire Twilight. Et d'ailleurs, le premier film est le seul film que Pattinson continue de défendre et de soutenir avec le recul parce que c'est celui qui avait la vision la plus intéressante. Il a dit du bien du 2. Il a dit du bien du 2. Je l'ai vu une interview où il disait qu'il avait revu le 2 et il avait dit c'est pas si mal. Oui, mais peut-être le 2 encore parce qu'en plus il est pas beaucoup dedans, donc je pense aussi que ça joue. Ah oui, c'est vrai qu'il est presque pas dedans. Il doit être 20 minutes dedans, donc je peux comprendre son point de vue, mais du coup tu sens qu'au fur et à mesure il désavoue un petit peu les films. Mais je trouve que même dans le premier, l'histoire après a été ce qu'elle est, mais je trouvais que son alchimie avec Kristen Stewart dans le premier, ça défonce. Et il y a beaucoup de teen movies à l'heure actuelle qui tueraient pour avoir un duo comme Stewart et Pattinson qui se fait des yeux de braise en essayant de pas s'embrasser. Enfin, on n'avait pas conscience d'à quel point c'était un des derniers grands couples un peu de la génération un peu ado années 90, années 2000 en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce film-là qu'ils ont commencé à sortir ensemble, si je me trompe pas. Exactement. En fait, Kristen Stewart a sorti avec un acteur qui s'appelait Michael Angarano, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, ils ont rompu et l'histoire avec Pattinson a commencé jusqu'à la fin que tout le monde sait, c'est-à-dire que Kristen Stewart a pécho le réalisateur de Blanche-Neige et le chasseur. Dans la voiture, on a tous vu l'image où elle l'embrasse dans la voiture. Ça avait fait parler ce jour-là sur Twitter et tout. Ça... non, mais ça avait été. Je me souviens parce que c'était pendant les Jeux Olympiques de Londres. Du coup, j'étais déjà sur Twitter à l'époque, t'avais une TL spéciale Jeux Olympiques et l'autre qui parlait de Stewart et Pattinson. Et à l'époque, moi aussi, ça m'avait déçu parce que j'aimais beaucoup ce couple. C'est des gens qui sont beaux, qui sont talentueux, qui ont pas l'air d'être spécialement fans des spotlights et qui préféreraient vivre en ermite, comme tu disais, plutôt que de sortir dehors. Donc, je m'identifiais plus à eux qu'à d'autres couples qui étaient vraiment tout le temps dehors et tout ça. Et je pense aussi que leur réserve naturelle a pu parler à beaucoup de gens parce qu'ils étaient vachement introvertis et ça détonnait un petit peu, je trouvais, dans le paysage hollywoodien. Je pense aussi que c'est pour ça que sur le premier film, ça a autant fonctionné, c'est que c'est pas ton type d'acteur habituel dans des teen movies, quoi. Donc, le réalisateur du film précédent, Chris Weitz, était en pleine post-prod pour New Moon, donc il n'était pas disponible pour filmer le film d'après, étant donné qu'ils sont filmés au rythme d'un par an. Et encore, je dis un par an, au niveau production, c'est un tous les 10-11 mois, quoi. C'est vrai qu'ils ont vraiment tourné presque en back-to-back le 2 et le 3. Je pense que c'était pour battre le fer tant qu'il était chaud. Je pense aussi que c'était parce que les deux acteurs principaux commençaient un peu à percer et du coup, fallait un peu en profiter avant que ce soit trop. Ah, ils voulaient garder Anna Kendrick. Hein, ouais. Oui. Ils avaient peur de perdre Anna Kendrick. Et voilà, c'est tout. Mais tu vois, le truc marrant, c'est que sur quand tu vois le film, tu vois la perruque immonde de Kristen Stewart. Parce que entre le 2 et le 3, elle avait réussi à tourner The Runaways, le biopic sur les Runaways, justement, qui est vraiment un film génial où il y avait déjà Dakota Fanning dedans d'ailleurs et qui est assez génial aussi. Ouais, tu sentais vraiment que ça devenait de plus en plus une sorte de sanction, c'est-à-dire je vais tourner un truc pour moi, mais fais chier, faut que j'aille retourner faire le truc de vampire. Donc ça devenait déjà un peu compliqué aussi, je pense, pour eux d'assumer le fait de devoir y retourner. Et elle, j'ai pas comme Pattinson, hein, j'ai l'impression qu'elle essaie même plus. Hein. Enfin, déjà dans le premier, elle était pas vraiment géniale non plus, mais là, enfin dans les suites, tu sens qu'elle est plus vraiment là non plus, quoi. Il y a que que Taylor Lautner qui essaie, mais le pauvre, il a pas vraiment les capacités, donc c'est pas un acteur que j'adore. Hein. Pour moi, c'est sur le 1 qu'il se passe un truc parce que je pense que c'est le film où il y a eu la symbiose la plus intéressante, mais ensuite, quand à chaque fois tu dois t'enfiler un réalisateur différent avec des trucs différents, le casting qui change de film en film et tout ça, à un moment donné, je peux comprendre que tu lâches un peu l'affaire parce que ça devient un petit peu mécanique. Tu perds un petit peu la magie un peu fauchée du premier qui s'est tourné vraiment pour 30 millions de dollars, une somme assez dérisoire, tu vois. C'est vraiment un film hyper fauché où t'avais des câbles partout,
le budget lentilles, vêtements et tout ça, c'était pas ouf du tout. Les effets spéciaux, n'en parlons pas. Après, forcément, je pense que plus tu agrandis un tournage et tout ça, plus tu perds un petit peu de ce lien que tu pouvais créer avec le réalisateur, avec les producteurs, les scénaristes et tout ça. En fait, moi, je comprends totalement qu'ils s'en soient désintéressés parce qu'en plus de ça, on va pas se mentir, plus ça avance et plus le matériel est de moins en moins intéressant jusqu'à la fin. Le nouveau réalisateur, c'est David Slade, qui lui a réalisé des films d'horreur comme Hard Candy et 30 Days of Night, et réalisé pour des séries comme Black Mirror, Breaking Bad ou Hannibal. Donc, Hannibal. Ouais, Oh là là. Hannibal. Ouais. Mais c'est intéressant qu'ils aient décidé de faire un réalisateur par film. Oui, c'est étrange et en même temps, ce qui aurait pu être intéressant sur le papier, c'est que chaque réalisateur aurait pu apporter quelque chose sur certaines thématiques assez propres à chaque réal. Par exemple, Catherine Hardwicke, c'est vraiment cette notion de désir féminin et de female gaze. Chris Weitz, il veut plus tenter des trucs sur la dépression alors qu'il a réalisé American Pie, mais bon. Et David Slade qui est là pour la partie action. Tu sens aussi que le 3, il avait un petit peu vendu comme étant le film de la saga le plus susceptible de plaire aux mecs parce que enfin t'as de la bagarre de vampires avec des loups-garous. Ils ajoutent des scènes d'action qui sont pas dans le bouquin, enfin qui sont pas décrites dans le bouquin parce que Bella reste à bonne distance de tous les combats. Donc c'était vraiment le film où tu sens que Smith qui a produit les films s'est dit bon allez, la récréation un peu girly émo-dépressive est terminée, faut amener un petit peu de testostérone, donc on va prendre David Slade, ce qui est un choix effectivement pas inintéressant parce que ces scènes d'action c'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus honteux par rapport aux 4, mais d'autre côté tout l'aspect teen, désir, triangle amoureux, tu n'as plus rien à branler, clairement. Il y a une saga qui me vient à l'esprit là, qui est comme ça, c'est Alien, où il y a toujours un réalisateur différent, à part pour Prometheus et Covenant. Et quand on fera les Missions Impossibles aussi, mais sauf que ça s'arrête au bout d'un moment. Mais j'aime bien, moi, quand il y a un réal différent par film. Sauf que là, je trouve que c'est dommage parce que le réal c'était la réal en l'occurrence, qui avait la meilleure vision et qui avait le mieux compris le truc. C'est elle qui a fait que le premier et en fait, j'aurais aimé qu'elle fasse toute la saga en fait. C'est vraiment dommage, je trouve. Parce qu'après, je trouve que les films se ressemblent de ce que j'ai vu moi. À part la colorimétrie de chaque film qui change, oui. Effectivement, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Avec des charges, quoi. Des héros qui font tous la gueule, des histoires de vampires, la meuf qui peut pas conclure jusqu'à la fin. C'est vrai. Enfin, Twilight, on va pas se mentir, c'est vraiment très répétitif et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait entre guillemets juste eu 4 tomes et que ça se soit pas poursuivi au-delà de ce nombre qui est déjà assez énorme. Pour moi, en 3 bouquins, ça aurait été parfait, mais passons. Sur le papier, en soi, chacun aurait pu aussi injecter sa personnalité, comment il voit les vampires, comment les habiller, comment faire jouer les acteurs sur différents trucs. Mais tu sens que David Slade, en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout les performances d'acteurs, c'est comment il va pouvoir placer sa caméra pour cette scène où un loup-garou décapite un vampire ou inversement. C'est des enjeux différents. Et le pire, c'est que, sans trop s'avancer dans le podcast, mais que ça n'a même pas tant plus que ça au mec, en fin de compte, parce que Twilight, ça reste une saga avec une meuf en lead qui est juste partagée entre 2 mecs. C'est pas parce que tu mets de la bagarre que ça va d'un seul coup faire shifter les mecs vers cette saga-là en particulier, parce que en fin de compte, qu'il y ait d'action ou pas, en fait, les enjeux de la saga ne changent pas. Ah non, ils auraient pu mettre n'importe quelle scène d'action. Je pense que ils auraient pu mettre la scène d'intro du soldat Ryan, que ça aurait rien changé. Tu vois. Oui. C'était trop ancré dans la tête que c'était un truc de fille, un truc d'ado. C'était fini, quoi. Enfin, c'était une blague pour beaucoup de gens, Twilight. Il y a eu aussi beaucoup de misogynie par rapport à ça. On va pas se mentir. Beaucoup de gens ont pris beaucoup de plaisir à insulter le public féminin de Twilight, parce que c'est toujours de bon goût d'insulter les groupies féminines d'un phénomène. Enfin,
tu le constates encore aujourd'hui, dès qu'il y a un artiste un peu en vogue, qui a une fanbase assez féminine, tu peux être certain qu'il y aura un fond de misogynie dans les moqueries et je pense que beaucoup de gens qui se moquaient de Twilight aujourd'hui n'auraient peut-être pas le même regard par rapport aux moqueries qu'ont subi les fans, même les Twilight Moms, ceux qui se sont fait ridiculiser parce que guillemets c'est pas de votre âge et tout ça. Enfin, j'ai quand même des souvenirs assez sombres et le nombre de gens, par exemple, c'est tout con, hein, mais qui m'ont traité de vierge, de trucs comme ça. C'était pas anodin. Enfin, vraiment, ça a vraiment réveillé des sales trucs dans la tête de beaucoup de mecs machos. Parce que, en fait, peu importe ce que tu racontes, à partir du moment où t'as une femme en lead, que tu vois encore aujourd'hui avec le Seigneur des Anneaux, ça va attirer les pires trolls, même She-Hulk. Hein, en fait, rien ne change à ce niveau-là. Les personnages féminins seront toujours plus critiqués et leur fandom aussi sera toujours plus critiqué que des œuvres avec une dominante masculine. Et je pense que si Twilight avait été raconté depuis le début du point de vue de Edward, je pense que ce serait beaucoup mieux passé auprès du public. Ça aurait été beaucoup plus creepy, mais les gens auraient moins eu ce rejet de se dire tiens, c'est niais, parce que la nana passe son temps à regarder le mec en se mordant la lèvre, ce qui est un petit peu ridicule, mais bon je trouve pas ça si ridicule que ça, quoi. Non, ouais, t'as tout à fait raison, et là en ce moment on est en plein dedans, c'est-à-dire que t'as plus le droit limite de faire une série avec une femme, on voit tout de suite ça comme un message politique, tu vois, c'est tout de suite pris comme un message politique, c'est juste je fais une série avec une femme, c'est tout, tu vois, c'est pas obligé tout de suite d'être un énorme message politique derrière ça, quoi. En fait, le paradoxe, c'est que si tu refaisais Twilight aujourd'hui, on te dirait que c'est woke parce que c'est une femme qui est en lead, et pourtant, chez les féministes, Twilight, c'est vraiment pas des rétro-satanas, parce que ça défend quand même des idées vraiment très rétrogrades et pas du tout féministes, c'est-à-dire tout l'aspect pro-life, en plus dans le contexte de Roe versus Wade en ce moment aux États-Unis, ça passerait encore moins bien. Tout l'aspect de pas jusqu'au mariage, il y a plein de choses. Tu fais Twilight aujourd'hui, en fait, ce ne serait aimé de personne parce que c'est à la fois très misogyne et en même temps, ça a quand même un personnage féminin qui ferait que tu trouverais que c'est woke. Donc, Twilight, c'est vraiment un produit des années 2010, mais ça n'aurait pas pu être un produit des années 2020. Pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est un témoignage intéressant de comment la pop culture a arrivé encore à te vendre des dingueries assez religieuses. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais c'était quand même assez dingue à l'époque. Elle se ferait beaucoup critiquer parce qu'elle a souvent besoin d'un mec pour être protégée. Elle a souvent besoin de son homme qui la protège, soit un des deux en tout cas. Parfois même toute la famille de son mec, tu vois. c'est pas juste son mec, c'est toute la famille de son mec. Et donc je pense que ça c'est pas ça en fait pas un film féministe en tout cas, quoi. Tu vois, moi je trouve pas que Bella soit un exemple de lead féministe. Un budget de 70 millions, c'est 20 millions de plus que le précédent. Et 700 millions au box-office, c'est pareil que le précédent, donc ça continue quand même à se faire beaucoup d'argent. Ça fonctionne bien. Et au final, quand tu vois les budgets actuels, 70 millions, c'est pas grand-chose de nos jours pour un gros film. C'est vraiment rien, hein, c'est dérisoire. N'importe quel film Marvel coûte au moins le double. La seule exception, c'est Morbius qui a coûté 70 millions aussi, sans le marketing, mais qui n'a pas coûté si cher que ça non plus. T'as quelques tentatives avec Joker qui a pas coûté si cher que ça non plus, même si la suite va avoir son budget doublé, donc déjà ça m'inquiète beaucoup. C'est le salaire de Lady Gaga. Hein. Je pense que c'est vraiment ça, sans ironie, je pense que c'est vraiment son chèque qui a été assez conséquent. C'est encore très rare, mais c'est vraiment... c'est vrai que ça faisait un peu office d'exception. Là, tout de suite, quand on y pense, je pense que même les films Divergents ont un budget beaucoup plus haut. Et Hunger Games aussi, je pense aussi. Hunger Games, ça avait un budget. Hein. Il y avait un budget. Oui. Et ils utilisaient bien leur budget, je trouve. Donc ça passe encore.
ils se divergent pas du tout. Après Twilight, le problème c'est que en fait avec les effets spéciaux, ça a très mal commencé avec le 1 où t'avais les effets pour faire la vitesse des vampires. C'était absolument ridicule. Oui. Et en fait, à chaque film Twilight, t'as vraiment au moins un truc qui déconne niveau effets spéciaux. Donc dans le 4, le 5, t'as René Smith et cette poupée horrible. Et dans le 3, les loups sont pas hyper bien faits en fait. C'est pas très joli. La caméra les suit bien, mais ils sont pas très bien foutus. C'est pas des films qui brillent pour leurs effets spéciaux. On n'est pas du niveau de Marvel aujourd'hui qui fait un peu n'importe quoi avec ses boîtes d'effets spéciaux. C'est pas honteux, mais en fait il y a pas d'effet qui te fait te dire ah tiens comment ils ont fait, ah tiens c'est hyper bien foutu. C'est assez moyen en fait, c'est pas médiocre, mais c'est pas C'est très moyen. C'est vraiment dans la moyenne. Ouais. C'est dans la moyenne en fait. Bon, on passe au film. Previously on Twilight. Edward, je veux être un vampire. Ok, mais il faut que tu m'épouses d'abord. Tintin. Donc là, on les retrouve et ils se roulent dans les fleurs. C'est très l'attaque des clones. Elle veut pas se marier si jeune, mais veut bien rester jeune toute sa vie. C'est un peu ça son dilemme, c'est qu'elle veut pas se marier trop jeune, mais en même temps, elle veut bien rester jeune tout le temps. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée de mariage ? C'est ridicule. Enfin, c'est clairement... on touche à la dimension la plus nauséabonde de l'histoire, où c'est un chantage de la part d'Edward. Donc c'est pour ça que je suis team Edward, mais bon, il a quand même ses limites, le garçon. Hein. C'est la justification de mon mode de vie religieux passe avant notre couple. Bon, c'est pas non plus l'idée du siècle. La scène est plutôt jolie, l'idée avec les fleurs est plutôt jolie, ça renvoie un peu à la clairière du premier film, et l'idée était revenue pour le deuxième, où tu vois qu'elle retourne à la clairière mais qu'il n'est pas là, donc c'est plutôt mignon cette continuité, mais au-delà de l'esthétique, c'est vraiment la scène qui est là pour te dire que il y a un enjeu dans ce film, c'est qu'à un moment donné, Edward il va réussir à la convaincre. Maintenant la question ça va être de savoir comment, et le film est là pour répondre à cette interrogation brûlante. En fait, Edward, son truc, c'est que lui, il est né, il a genre 120 ans, un truc comme ça. Oui, il est mort en 1920, je crois. Donc ouais, il a 110 ans au moment. Ouais, un truc comme ça. Donc lui, il est à l'ancienne. C'est ça, en fait, le truc. C'est que lui, il a été élevé à cette époque où il voulait se marier. C'est ça, le truc, en fait. Il justifie ça par, effectivement, c'est à l'ancienne, blablabla. Mais en vrai, c'est plus l'autrice qui a envie de trouver un homme comme ça. C'est plus ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que Bella, c'est elle dans le sens où elle se cherche un prince charmant. Mais faut clairement... c'est Edward, en fait, c'est un peu la projection de son homme parfait. C'est pas la première personne en fiction à faire ça. Donc, j'ai pas non plus envie de lui jeter la pierre en mode elle a juste écrit un personnage de mec qui a envie de ken, parce qu'il y a tellement d'hommes qui ont fait ça dans la littérature et qui ont dit rien. Bon, c'est pas à elle que je vais commencer à jeter la pierre. Mais c'est vrai que on sent que les deux sont un peu un amalgame de sa personnalité, avec cet aspect à la fois très je désire cet homme, mais en fait non, il faut que j'attende, il faut que je sois chaste et pure. Cette idée de virginité qui est très importante dans le récit. Ah, ça revient même plusieurs fois. Ouais. Oui. Bella va voir sa mère et ça n'apporte absolument rien au film, donc je propose qu'on passe à autre chose. Alors juste, je dirais un mot parce que vraiment cette scène m'a beaucoup déçue, parce que dans le roman, on te dit très clairement c'est l'une des dernières fois que Bella voit sa mère, parce que du coup elle peut pas sortir au soleil. Comme c'est un pire, mais même si c'est pas pour les raisons habituelles, dans le roman, c'est quand même une scène un peu touchante, parce que tu vois que c'est aussi un peu la fin de l'essence et de l'enfance de Bella, ce qui est une dimension pas du tout exploitée dans les films. Du tout. Mais dans le roman, c'est vraiment le récit de maintenant, il faut que je devienne adulte, et justement tout ce rapport à la virginité. C'est aussi le fait que pour Bella et donc pour Edward, ils voient ça comme un passage adulte.
c'est vraiment une métaphore pas du tout fine, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc le fait que Bella, elle a déjà été un peu adulte pour son père, vu qu'elle s'occupait de lui et tout ça, mais là c'est être adulte au sens physique du terme. Et c'est vraiment dommage que la scène dans le film elle dure 2 secondes, parce que justement c'est vraiment passé à côté de l'émotion d'accepter que tu n'es plus un gosse, que tu n'es plus un ado et que les choses sérieuses vont commencer pour toi. Et c'est aussi c'est peut-être la scène qui révèle le mieux à quel point le film n'a pas du tout d'émotion et il n'a pas beaucoup d'âme, c'est-à-dire qu'il est techniquement plutôt bien exécuté, mais tu trouveras pas de sentiments, tu trouveras pas d'émotion. Et même si Twilight est effectivement pas très pas très bien écrit, dans le roman, quand Stéphanie Meyer veut te faire comprendre que Bella elle a un pansement au cœur, elle te le fait bien comprendre, quoi. Elle insiste dessus parce que t'es censé comprendre ça. Là, tu regardes le film, t'as juste l'impression qu'elle va l'avoir en vacances et qu'elle lui donne une couverture, quoi. Donc, en fait, on dirait vraiment que la personne qui a écrit, je sais plus qui est-ce qui écrit les scripts déjà. C'est la même personne sur tous les films. Melissa Rosenberg. Voilà, on dirait qu'elle a vu ce passage et elle s'est dit on le met dans le film parce que voilà, c'est un passage important, mais ils l'ont pas du tout adapté au final. Ils ont juste mis elle voit sa mère, voilà, ça n'apporte absolument rien au film. Ça c'est même mis au début un peu comme ça et c'est bizarre pour lancer le film de mettre ça là comme ça. Et en fait, ouais, c'est ce que tu dis, il y a aucune émotion, aucun but dans cette rencontre au final et on passe à autre chose et voilà. Ouais, complètement. Je voulais vraiment voir ma mère et savoir qu'elle était comblée et satisfaite. Les vampires émo se réunissent dans les bois car Victoria a créé un nouveau vampire qui est en train de faire plein de nouveaux vampires. Et apparemment, les nouveaux vampires, ils sont plus forts que les vieux vampires. Ok, parce qu'ils ont ils ont encore du sang frais en eux. C'est ça, je crois, la logique. En fait, vu que dans leur sang, en fait, t'as un mélange de sang humain et de sang de vampire, en fait, ça les rend plus forts pour un certain temps. Donc c'est très mal expliqué, mais en fait, tu dois attendre très longtemps pour comprendre que c'est un peu expliqué dans le film que ils ont créé des armées d'enfants vampires parce que quand t'es un enfant vampire, quand on te mord, en fait, t'es à la fois contrôlable, très violent. C'est aussi une métaphore assez violente de l'enfance, c'est-à-dire quand t'es un enfant, t'es un monstre. Donc je trouve ça plutôt marrant. du coup, non, ils expliquent que ils ont créé des armées entières d'enfants vampires pour justement faire des guerres assez épouvantables. Ce qui est un morceau du lore qui est quand même très intéressant. C'est assez marrant de voir une série où tu as des enfants qui provoquent des guerres et qui sont hyper sanguinaires, parce que c'est pas une représentation que tu as souvent dans la fiction. Et tu te dis, on peut en faire un truc intéressant et tout ça. Donc le film, il suit un petit peu une des préados qui se fait mordre comme ça. Et d'ailleurs, c'est un personnage dont Stéphanie Meyer, elle a fait une nouvelle qui s'appelle Britanner, quelque chose comme ça, et où tu suis un petit peu sa vie de vampire. Donc ça dure 100 pages parce que la pauvre, elle vit à peine quelques jours. Mais ça aurait pu être intéressant d'exploiter ça. Et en fait, dans le film, spoiler alert, ils n'en font rien. Il y a une course-poursuite moche dans les bois. Oui. Il y en a beaucoup des courses-poursuites moches dans les bois, quand même, dans ces films. Oui, je suis d'accord. Ils ont filmé ça où? Parce qu'on dirait la forêt canadienne. J'espère que c'est la forêt canadienne. C'est au Canada. Ah, c'est bon. La même forêt que là où ils ont fait tous les X-Men. Voilà. Tous les X-Men et grosso modo tous les films de la Fox. Et les séries de la CW aussi. Les séries de la CW aussi. Il y a les loups qui s'en mêlent. Victoria est désormais incarnée par Bryce Dallas Howard. Je parle beaucoup d'elle en ce moment, dites-moi. J'en ai fait les Jurassic World, on enchaîne avec ça. J'étais même pas du tout au courant qu'elle était dans le film. Et je l'aurais pas forcément remarqué, à vrai dire. Je sais pas si c'est parce que je ne reconnais pas De Rousse dans une pièce, mais j'aurais pas remarqué que c'était une nouvelle actrice en fait. Ce qui est marrant, c'est que en fait, dans les films, c'est l'actrice Victoria Lefebvre qui joue son personnage, qui s'appelle je ne sais plus comment, Victoria, pardon. Victoria, ouais. Rachel Lefebvre, et l'actrice c'est donc le personnage c'est Victoria, l'actrice c'est Rachel Lefebvre. Et en fait, à la base, dès le premier film, ils voulaient que ce soit Bryce Dallas Howard qui joue le rôle, sauf que compte l'emploi du temps, elle a pas pu le faire. Et en fait, là, pour le 3, elle est dispo. Du coup, ils ont tège l'actrice originale. Ah, c'est pas cool, ça. Et ils ont fait revenir Bryce Dallas Howard. Ah, c'est pas cool, ça. Voilà.
Donc, On peut c'est avoir pour un ça, plus en fait, grand nom, on peut faire un peu de népotisme. Allez, c'est parti. en fait, le problème, c'est que j'aime beaucoup Bryce Dallas Howard en tant que réalisatrice. Ouais, Je trouve elle qu'elle est a bien, elle est réalisé bien. les meilleurs épisodes de séries Star Wars jusqu'à présent, donc c'est pas rien. C'est pas de la grande qualité, mais je trouve que ça fait vraiment bien le taf et que tu sens que elle a été à bonne école avec son père, et dans ce cas, je parle un peu le népotisme, hein, vu que c'est de la qualité. Par contre, en tant qu'actrice, je la trouve assez médiocre la plupart du temps. Et là, pareil, en fait, j'y crois pas du tout. La manière dont elle a de manipuler tous les vampires autour d'elle et le mec qui est mort au début du film, j'y crois pas du tout. Et en fait, j'aurais préféré qu'il garde Rachel Lefebvre. Je la trouvais mieux. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas remarqué. C'est qu'au bout d'un moment, je fais attends, il y a un truc là. Bella décide d'aller traîner avec les loups malgré les réticences d'Edward. Qu'est-ce que tu penses de la meute de torse nu? Ils méritaient mieux que. Ils sont qu'on pas leur trop donne développés, à hein. dire. On- Oui, c'est ça. Ouais, il y a rien de Ils spécial sont autour de. développés. Ouais. C'est ça, non, bah ils sont pas développés, ils sont ils sont pas intéressants en fait. On leur donne très peu l'occasion de d'être vraiment exploités. Et t'as encore l'histoire de la fameuse femme du chef des Kilotes qui se sacrifie pour empêcher que les vampires ne tuent sa tribu. Ça aurait pu être un truc intéressant, mais pareil, bah comme le reste de leur lore, c'est expédié en deux scènes. La plupart du temps, ils sont juste là, ils sont bons à être torse nu et donc objectifiés parce que c'est quand même tous plus ou moins des beaux gosses et tout ça. Et la seule femme de la bande, elle est défigurée ou alors elle fait la gueule dans son coin. Donc c'est pas très féministe, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est pas non plus, c'est un gros loupé pour moi les Kilotes, que ce soit dans les films ou dans les romans de toute façon. On sent que Stéphanie Meyer, elle aimait là parce qu'elle avait un petit peu d'exotisme. Je lèche ce mot parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'elle tente de faire. C'est pas du fétichisme, mais tu sens elle fait en sorte qu'il soit le plus agréable à l'œil possible. Et là où elle tente quand même un petit peu de creuser Edward en lui mettant une personnalité de mec qui écoute Evanescence, mais qui t'as aucune idée de ce qu'il pourrait écouter en fait. Donc ils sont là parce que il faut des antagonistes pour les vampires et c'est tout. C'est des personnages fonctions en fait ils sont tellement antipathiques que je ne prendrais aucun plaisir à les suivre. Et c'est juste dans le 4 que moi j'ai commencé à apprécier un petit peu l'un des gosses qui s'appelle Seth Clearwater avec sa sœur qui fait tout le temps la gueule. C'est peut-être les deux les plus sympathiques parce que grâce au roman, tu accèdes un petit peu à leur pensée dans le roman numéro 4, mais le reste des trucs, c'est des ombres et c'est pas intéressant en fait. Et c'est chiant à suivre aussi dans le film, quoi. Tu t'emmerdes à ces moments-là. Les loups-garous de True Blood sont beaucoup plus sexy. Voilà, je tiens à le dire. Je te crois. J'ai vu bien te croire. S'imprégner d'une personne, c'est comme si tout changeait. Au moment où tu la vois, ce n'est plus du tout la force de gravité qui te maintient au sol. C'est elle. Jacob parle de s'imprégner sur quelqu'un. Quelle horreur. Donc c'est sans déconner, j'ai essayé un peu de comprendre le contexte, le concept, et c'est un des trucs les plus creepy que j'ai vu. Oui, mais c'est vraiment totalement, pas. c'est- Enfin, j'en avais un peu entendu parler parce que tout le monde parle du fait qu'il s'imprègne sur la fille de Bella, et à chaque fois je suis là, je fais, ça veut dire quoi s'imprégner, putain. Et là j'ai Oh enfin my l'explication, God. et maintenant que j'ai l'explication, je me dis ah ouais d'accord, c'est donc ça. C'est intéressant, en fait, tu sens que Stéphanie Meyer a envie de garder Jacob dans le récit, Oui. mais on sait tous très bien qu'elle va finir avec Edward. Oui. Donc il lui garde un truc en plus avec cette idée d'imprégner quelqu'un, et comme ça elle lui donne un but en fait. Mm. Mais c'est vraiment, on dirait qu'elle était à court d'idées totales et c'était la pire idée qu'elle aurait pu choisir sur la liste. Elle va c'est ça, s'imprégner sur quelqu'un parce que c'est un chien. Voilà, bon. Ouais, il fallait. Ouais, non, c'est vraiment un des pires trucs. C'est vraiment une des pires idées de l'histoire de la littérature, tu vois. On en est à ce point-là, en fait. C'est que
forcément tous lu des bouquins qui ont un peu des idées de merde. Euh, et voilà, ça arrive, on lit pas forcément tous des trucs de qualité. Mais quand j'ai lu ça, franchement, je te dis, j'ai failli jeter mon bouquin à l'autre bout de ma chambre. Parce que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, quoi. Et en fait, j'imagine pas. En fait, ce que je trouve intéressant avec l'imprégnation, c'est que même déjà à l'époque de la sortie, même les fans étaient scandalisés. Et que à ce point que ton fandom se dise, ton dernier bouquin, c'est de la merde, c'est quoi cette histoire de gosse? C'est quoi cette histoire d'imprégnation? Et que à ce point, énormément de fans ont le dernier bouquin, alors que c'est finalement celui où il se passe des choses sexuelles enfin. Bah franchement, faut le faire, quoi. C'est vraiment, tu pourrais pas t'auto-saboter toi-même, parce que si encore il y avait l'imprégnation, bon, c'est le concept le plus creepy du monde. Mais si encore Jacques y avait échappé, s'il était juste devenu une sorte de gardien protecteur pour René Smith, Ouais, son parrain, quoi. Son parrain, ouais, et tout voilà. ça. Totalement, son parrain, c'est comme un Sirius Black avec Harry Potter. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, je t'avais dit tout à l'heure que elle était pas très prolixe, que elle s'exprimait pas beaucoup pour la presse. Mais je la comprends parce que comment tu peux assumer d'aller défendre une idée pareille devant la presse? Tu ne peux pas. C'est pas possible. Possible. Parce Donc, que là, ce qu'il dit à Bella, c'est qu'en gros, il est pas content qu'elle veuille se transformer parce qu'il s'est pas encore imprégné sur elle. C'est ça qu'il lui dit, clairement. oui. Putain. En fait, il se force en fait, À ne pas s'imprégner, en fait. Il se force à ne pas s'imprégner, c'est ça? En fait, voilà, il décide de renoncer au contact de toutes les personnes de son entourage. Enfin, je dis toutes les personnes, mais en fait, c'est toutes, parce que l'homosexualité n'existe pas chez Stéphanie Meyer. Hein, c'est vrai. On sera clair. Donc, il se refuse vraiment à déserter. Il y a un passage, je crois, dans le 4 où, durant sa partie à lui, il envisage la possibilité de rencontrer des nanas pour tenter de s'imprégner, pour oublier Bella. Et en fait, ça marche pas. Donc, il y a un peu cette tenter de alibi s'imprégner, Meyer. mais quoi, putain. Il fait ça, il essaie de se dire, bon, allez, je vais essayer d'aller m'imprégner ailleurs. Bon, ça marche pas. Mais il y avait effectivement dans le 3e cette notion de si on passe assez de temps ensemble, je vais m'imprégner, machin et tout ça. Et pourtant, t'as littéralement tout le monde autour de lui qui lui explique que si tu t'es pas imprégné d'elle maintenant, ça risque très peu d'arriver à l'avenir, donc fous-lui la paix. Mais lui, il écoute pas parce qu'il est con. C'est vraiment un con. On a un flashback de la première rencontre entre les vampires et les loups. Et on peut constater que les vampires sont quand même définitivement beaucoup plus méchants que les loups-garous. Ça, on peut le dire. Oui. Et il y a un truc quand même très ridicule dans le film, en plus ça revient par la suite, c'est que si un vampire voit du sang, il arrête tout ce qu'il fait. Il est directement attiré par le sang. Alors, c'est pas toi qui le vois, c'est qu'il le sent. Oui, il le sent, mais en même temps, il est en train de faire un truc où sa vie pourrait être en danger, etc. Enfin, tu vois, à un moment précis, il suffit juste qu'il y ait un peu de sang, et tout de suite, il arrête ce qu'il est en train de faire. Et donc, en gros, ce serait très facile de tuer un vampire. Oui, bah oui. C'est assez facile, en fait, quand tu vois les films, en fin de compte, c'est pas si difficile que ça. Hein. Bah oui, justement, il se transforme en une sorte de statue quand il meurt. Et quelquefois, c'est juste, ils se prennent un coup de poing et paf, statue. Où ils se font arracher le bras et là, ça se transforme en statue. Et oui. moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait les brûler pour qu'ils meurent. Oui, après, il faut que tu les brûles. Ok. Donc, c'est vraiment un processus en plusieurs étapes. Parce que je sais pas pourquoi. D'ailleurs, beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, en fait. Hein. Je suis très clair avec les auditeurs qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle a lu? Ça fait longtemps, que t'as pas lu. Voilà. Ouais. Donc, le gros plot secondaire du film, c'est que, dont on se fout un petit peu, c'est qu'il y a donc les nouveau-nés qui tuent tout le monde à Seattle. Et ça, c'est le même problème que j'avais avec le premier film. C'est que les méchants, je m'en fous, mais ils sont super caricaturaux à chaque fois. Les méchants, ils ont qu'une seule dimension. Ils serrent les dents et ils ont l'air cool et ils arrivent au ralenti. Et il y a aucun degré de caractérisation en fait, quoi. C'est juste, c'est les méchants. Il y a rien d'autre. Et
Et ouais, j'ai du mal à m'intéresser à chaque fois à ça. Je préférais plus d'histoire de lore, je préférais développer les Cullen, je préférais développer les Volturi, plutôt que d'avoir ces méchants qui ne servent absolument à rien. Et en plus, on dirait qu'ils sortent d'un autre film. Enfin, je sais pas, Twilight, c'est une romance fantastique, mais j'aime pas cette idée qu'il y ait un méchant par film comme ça. Enfin, c'est bizarre. En fait, on sent que dans le film, il y a cette envie de montrer plus d'action. Donc, en montrant directement le point de vue des vampires, donc de Victoria et de Riley et de Britannia, donc qui sont les 3 vampires qu'on suit, qui sont parmi les nouveau-nés, comme on les appelle. Dans le roman, tu n'as rien de tout ça. Tu ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que le roman avance, t'as des interruptions un petit peu, tu sais pas ce qui se passe. Bella découvre qu'on l'a cambré, mais elle sait pas pourquoi. Il y a des choses étranges qui commencent à se passer et au final l'étau se resserre de plus en plus. Donc c'est un petit peu oppressant quand tu lis parce que les romans sont les points de vue de Bella, donc tu ne sais pas du tout ce qui se passe en Italie chez les Volturi. Voilà, pardon, j'en perds un mot, les Volturi ou tous ces trucs-là, tu t'en fous complètement. Et du coup, dans le roman, en fait, elle réalise qu'un vêtement a disparu, que telle personne a disparu, et au fur et à mesure, l'étau se resserre, donc c'est plutôt oppressant. Tu sais pas d'où vient la menace, donc c'est ça qui rend aussi le dispositif plutôt intriguant, à défaut d'être bien écrit, c'est assez efficace pour que tu te dises mais qui se passe à la fin. Et en fait, le film tue directement ça dans l'œuf. Et du coup, tu suis un affrontement entre des gens dont tu te fous complètement et des gens dont tu te fous un peu moins parce que c'est censé être les héros, mais en fait tu t'en fous quand même. Et résultat, ça aussi entre Victoria qui fait un grand discours très méchant parce qu'il faut venger le mec que j'aime. Donc ça aussi pire justification possible de pourquoi je veux tuer des vampires machin. Et en face, t'as les Cullen qui sont mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est beaucoup moins bien équilibré parce que ça a pas confiance en le spectateur pour qu'il se dise mais attends, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ça donne pas l'opportunité au spectateur de se demander ce qui se passe. Et c'est dommage parce que un des trucs dans Twilight aussi quand il y a des moments assez sympas, c'est que tu sais pas d'où vient la menace, du coup, tu te dis que ça peut venir de n'importe où. Donc il y a cette impression que tu n'es en sécurité nulle part et c'est plutôt pertinent avec le propos de l'œuvre. Pendant une seconde, rien qu'une seconde, j'y ai cru. Mais il a planté ses crocs plus profond de toi. J'ai décidé seule, je te le promets. Mais ce ne sont même pas des êtres vivants. Ça me rend malade. Je préférerais te savoir morte que vampire. Bon, il y a un truc où on m'a un peu menti. C'est qu'il est censé y avoir un ménage à 3. Team Jacob, Team Edward, etc., etc. Et là, au bout de 3 films, Jacob est devenu super toxique d'un coup, donc il était déjà limite dans le film précédent, hein, on va pas se mentir non plus. Il essaie de l'embrasser de force. On nous fait croire pendant le film qu'à un moment, elle dit « oui, je l'aime », elle l'embrasse, elle lui demande qu'il l'embrasse, etc. Mais pas une seule fois, le film le vend. Enfin, j'arrive pas à y croire une seule fois qu'elle ait un seul intérêt autre que amical avec Jacob. Je pense aussi que ça tient au fait que Kristen Stewart et Taylor Lautner ensemble, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. C'est clair. Il n'y a pas du tout d'alchimie. Très vite, tous les deux, ils deviennent vite très saoulants dans leur scène ensemble parce que justement, il ne se passe rien entre eux. Ils sont vraiment ridicules, les deux, ils sont vraiment pénibles. Pour un bon triangle amoureux, tu veux qu'il y ait 3 personnages qui soient un chouïa intéressant. Et en fait, pas du tout. Ici, ils sont pas du tout intéressants. Et tu en as un peu rien à faire de ce que fait Jacob parce que c'est pas un personnage intéressant et que est aussi intéressant qu'un personnage inintéressant. Et puis Bella entre nous, c'est pas vraiment. Enfin, elle est pas passionnante. Un truc, tiens, que je me disais, ils ont plus ou moins viré la voix off, la narration de Bella dans les films. On l'a un peu au début, par-ci par-là, on l'a. Mais par exemple, ça aurait été bien. Qu'il y ait une voix off qui nous dise Jacob en fait il est chaud, je ressens ça pour lui, quand j'ai vu ma mère en fait j'ai ressenti ça, parce qu'il y a certains moments où il
j'ai pas l'impression qu'il nous montre ce que Bella ressent en fait, que ce soit avec sa mère ou avec Jacob. Bon, avec Edward, c'est clair et net, ils ont envie de se sauter l'un sur l'autre, ça c'est clair, mais avec les autres personnages, il y a toujours, j'ai pas l'impression qu'elle soit là à chaque fois, quoi. Bah, elle est jamais là, hein. C'est un fantôme de la même manière que Kristen Stewart. Tu sens qu'elle est parachutée sur le tournage entre deux projets qui sont plus intéressants à faire pour elle. C'est vraiment le film où tout le monde aurait aimé ne pas être là. Et même David Slade, il y a des audios de lui qui sont sortis un peu avant le tournage, où il dit clairement qu'il trouve que les films Twilight, la saga, c'est de la merde. Du coup, ça l'a foutu mal un peu avant qu'il commence le tournage. Et en fait, ça se sent, il est là pour faire une commande. Il l'a fait, mais c'est pas non plus fait avec entrain et enthousiasme. Mais ça manque, je trouve qu'ils auraient dû garder cette voix off. Au final, ça a apporté de la caractérisation. Enfin, ça a apporté au personnage de Bella, je trouve. Parce que sinon, Oui, c'est juste un personnage qui est là et qui hante chaque scène. Et quand elle parle, c'est pas pour dire des trucs très intéressants. Donc je pense que pour avoir plus de son point de vue, ça aurait été mieux de garder ça. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu la vois, en fait, et en plus, je trouve que le visage de Kristen Stewart est vraiment impénétrable. Et tu vois la différence. Elle joue la princesse Diana dans Spencer. Son visage est hyper expressif. La moindre parcelle de son visage est expressive et veut dire quelque chose. Et quand tu la vois en Bella, qui est totalement fermée, c'est vraiment un contraste assez incroyable de la part de Stewart. Je pense aussi que son jeu qui a évolué et que s'est amélioré en tant qu'actrice. Parce qu'en 10 ans, tu as le temps d'apprendre plein de choses et tout ça, et je trouve que c'est plutôt cool. Mais Bella, effectivement, ici, ce n'est plus un personnage. Dans le 2, qui tournait vraiment autour d'elle, il y avait encore quelque chose, un peu de la dépression, de sa fragilité, qui te disait, bon, effectivement, c'est pas le personnage le plus agréable à suivre, mais elle vit des choses douloureuses, elle vit des choses. Ici, en fait, elle ne vit plus rien. Qu'est-ce que tu penses des Cullen ? Bah, disons que dedans, t'as un soldat confédéré avec Jasper. T'as Rosie qui est la pire meuf pro-life du monde, même si elle bute son mari dans une mise en scène assez réussie. Et d'ailleurs, les deux scènes les plus réussies du film, en fait, ce sont les deux flashbacks sur Jasper et Rosalie. Donc, je l'ai noté. Ouais. J'ai dit pourquoi ils n'ont pas fait un film entièrement sur les Cullen. Ouais. C'est ça, c'est là aussi que ça, dans le cadre d'Alice, ça se permet une violence plus patriarcale et misogyne, où tu comprends ce qu'aurait pu être Twilight si seulement c'était pas Stephenie Meyer qui l'avait écrit, parce que cette histoire de Rape and Revenge, en fait, c'est du pain béni pour David Slade. Tu sens que c'est la scène qu'il a le plus kiffé mettre en scène, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de son cinéma, c'est-à-dire de la violence, de la vengeance. Un personnage de femme assez forte, parce qu'il aime quand même ça dans sa filmo. Le personnage de Elliot Page avant sa transition, c'était quand même un personnage hyper intéressant. 30 jours de nuit, c'est pareil, t'as la nana aussi qui est plutôt cool, donc tu sens que ça lui pose pas de problème de filmer des femmes qui savent tuer et qui savent se venger, donc c'est plutôt bien. Mais par contre, le problème, c'est que ça dure 30 secondes, quoi. Ça n'en fait pas un bon film pour autant, en fait. C'est là, mais c'est une petite plus-value intéressante. Mais la scène est cool sur le moment, mais après, tu te dis, ça, c'était bien, mais c'est tout. Bah, je me plaignais justement, je crois que c'était dans le 2, où je disais, quand est-ce qu'ils vont parler des Cullen un peu ? Parce que ils sont tous là, ok. En dehors d'Alice, il y avait quasiment aucun qui avait quoi que ce soit à faire dans les films précédents. Et j'aime bien Alice, hein, j'ai pas de problème, c'est très certainement, le meilleur personnage de la saga pour l'instant. Mais là, d'enfin en avoir, je me dis, j'en voudrais plus, quoi, plutôt que d'avoir les méchants vampires et tous ces trucs-là, d'avoir un peu plus d'histoire comme là. Rosalie, par exemple, c'est un personnage que je m'en foutais totalement. J'avais pas l'impression qu'en dehors de j'aime pas Bella, qu'est-ce qu'elle avait comme. Enfin, c'était ça son personnage. C'était juste j'aime pas Bella et voilà. Là, on se donne ça. En plus, il y a Jack Huston dans la scène, qui est plutôt cool de le voir sans son masque. C'est pour moi la meilleure scène du film, ouais, je trouve, cette scène. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs comme ça, parce que putain, je me suis fait chier par moment. Ça se comprend. Ça se comprend, mais c'est ça aussi, c'est que ce qui est marrant, c'est que Stephenie Meyer, elle a publié
comment on appellerait ça? Une encyclopédie, pas forcément, mais une sorte un peu de lexique de tous les personnages et tous les lieux de la saga. Et en fait, quand tu lis la description de chaque personnage des Cullen, tu te dis, mais où est le film sur eux? Parce que, en plus, ils ont chacun vécu un peu une époque différente. Ils se sont un peu métamorphosés à une époque différente. Donc, tu pourrais très bien te créer un truc avec un changement de décor et de costume à chaque fois, ce qui serait plutôt marrant. C'est-à-dire comment des vampires évoluent au fil du temps. Bah, je trouve que dans What We Do in the Shadows, c'est un peu ça qui est un peu rigolo parfois en toile de fond. D'ailleurs, j'attends avec impatience le jour où tu auras des acteurs de Twilight dans What We Do in the Shadows, si les créateurs m'entendent. Bon, Michael Sheen, il fait rien en ce moment. Pourquoi pas Michael Sheen j'aimerais bien. Ouais, non, j'aimerais bien. Il a terminé Good Omens saison 2, Michael Sheen, mais même Pattinson ou Stewart, tu vois, ce serait hyper drôle. Hein, en vrai. Bon courage. J'espère avant la fin de la série, mais... Ça va être difficile de les avoir, ces deux-là. C'est pour ça que j'ai visé Michael Sheen. Je me dis, lui, il y a moyen. En plus, c'est un mec qui aime bien la comédie. Mais tu te dis, oui, en fait, c'est sous nos yeux. Il y a une mine d'or un peu à exploiter sous nos yeux qui est en plus un petit peu pas... Il y a un aspect un peu... on réécrit un peu l'histoire, en fait, avec ce qu'elle a fait, qui est plutôt marrant. Franchement, il y a des idées vraiment hyper cool. Mais ça, je pense qu'on verra jamais. Je doute très fortement qu'on voit ça un jour. Et tant pis, on aura eu quelques miettes avec le film numéro 3, et puis basta. Et je me suis vengée de ces hommes. L'un après l'autre. En terminant par Royce pour qu'il sache que j'allais venir. Bella obtient son bac. Youhou. Ils se sont complètement débarrassés du lycée dans ces films. Oui. Ouais, je vais encore... je suis très relou, hein, mais je reviens encore au roman qui, au contraire... prend beaucoup de place au lycée. Ouais, parce quasiment que ça, dans ce film-là, il n'y a ça... rien. Il n'y a rien avec Il y a rien, si ce n'est le parking du lycée où t'as t'as Edward versus Jacob sur le parking du lycée. C'est la version du parking de Lidl, mais à force. et du coup, t'as juste ça, en fait, et c'est hyper dommage parce que le lycée, ça reste le point de connexion où Bella a connu ses amis humains et ses amis vampires, et en fait, toute une partie du dilemme de Bella, c'est de se dire, oui, mais la vie humaine, c'est aussi avoir des amis humains, c'est de grandir, c'est de franchir les étapes d'une vie normale, parce que bon, elle a le privilège de pouvoir aller à la fac, bon, ce que n'a pas tout le monde aux États-Unis. Et justement, c'est censé créer un contraste où tu te dis, ouais, mais quand même, la vie d'ado normale, où tu peux aller à la fac, faire des études, c'est vachement cool. Alors certes, être vampire, t'es immortel, t'es avec la personne que tu aimes sans être susceptible de te tuer, bon, ce qui est un bon argument, hein, on va pas se mentir. En fait, tout disparaît parce que si on ne te montre pas les pour et les contre d'une situation, bah forcément, tu vas vouloir prendre parti pour la situation qu'on te montre le plus. Et c'est pour ça que dans le roman, ce qui est intéressant, c'est que j'étais au final très déçue qu'elle se transforme en vampire parce que j'aurais vraiment aimé la voir à la fac. Et t'as vraiment, je dirais pas un pincement au cœur, c'est peut-être un peu fort, mais tu te dis, en fin de compte, Bella, en tant qu'humaine, en fait, elle a rien vécu. Elle a rien vécu d'extraordinaire. Elle a eu une ou deux potes. Elle a fait ses années lycée, elle a fait la cuisine à son père et basta, c'est d'une tristesse. Et tu te dis, bah, si elle avait été à la fac, elle aurait pu avoir cette indépendance, justement, se construire en tant que femme. Et en fait, bon, bah, spoiler alert, ça se produira pas. Mais comment quand tu lis le roman, c'est très difficile de prendre parti pour son envie de devenir un vampire. Et je pense que c'est aussi un peu pour faciliter l'appréciation du public envers les vampires. Hein. C'est clairement, il faut que vous supportiez les vampires. Du coup, bah, on renonce à une des dimensions les plus humaines du roman, quoi. Les Cullen et la meute décident de s'entraîner pour défendre Bella. Et Edward sait parler le loup, visiblement. Ça m'a fait rire, ok, il sait parler le loup, je sais pas où il l'a appris. C'est un peu comme dans Star Wars. Merde, ça faisait longtemps. C'est un peu comme dans Star Wars où ils savent tous parler Wookiee, on sait pas pourquoi. On sait pas comment ils ont appris le Wookiee. Je viens de remarquer un truc, c'est que les vampires n'ont pas de crocs de vampire dans ces films. Ils n'ont pas de dents de vampire. Non. Non. Ils ont pas de dents de vampire. Non. Non, non, 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 non.
Non, Et en fait, leurs c'est bizarre. dents sont censées être dures comme du platine ou du titane. Donc, Ah, leurs dents peuvent mordre, ils peuvent se planter dans n'importe quelle surface. ah, ils ont C'est un pour ça grill. qu'ils arrivent autant. Ouais, ils ont un grill, en gros, Comme on Joey te dit Star. clairement. Ouais, c'est ça. Ils ont les dents de Joey Et on Star. te Ok, dit non, clairement- mais c'est une bonne explication, Ouais. ça me va. C'est une très bonne explication. Ils peuvent mordre dans tout, c'est pas un problème pour eux. Bon, je pense que tout le monde a vu l'image de Bella qui caresse Jacob avec l'acteur qui est en tenue mocap. Tout le monde connaît cette Ah, le image pauvre. qui est, Ouais. qui est quand même magnifique. C'est une des meilleures images de Twilight, je trouve. Où il est là, la tête baissée, elle le caresse comme ça. C'est horrible. Les deux choses les plus importantes à savoir sont premièrement, ne jamais laisser leurs bras vous enlacer, ils vous écraserez sur le champ. Deuxièmement, ne pas imaginer les tuer par une approche directe. Ils sont préparés à ça. Vous seriez tous vaincus à coup sûr. On a un flashback de Jasper qui, lui, s'est fait transformer en vampire pendant la guerre de sécession. Et il entraînait et tuait des nouveau-nés dans sa jeunesse parce qu'il était amoureux de la femme qu'il avait transformée. Et Oui. ouais, aussi intéressant comme concept. Tu vois, si c'était juste un mec qui s'était fait transformer à l'époque de la guerre de sécession, j'aurais fait ouais, ok, pas très intéressant. C'est comme Edward, il avait la grippe, alors ils l'ont transformé. La tu vois. grippe espagnole. Voilà, Ouais. alors que là, il y a une histoire, il se fait charmer par 3 femmes, un peu comme les maîtresses de Dracula d'ailleurs, c'est 3 femmes qui viennent et qui le charment comme ça. Et encore une fois, une des bonnes scènes du film, c'est les flashbacks des Cullen, quoi. Donc, dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Il y en aura des autres, hein, j'espère, parce que. Non. Oh putain, il y a vraiment rien pour moi. Hein, là. Il n'y a plus rien pour moi. Là. C'est tout. Désolée pour ça. Non, mais ce qui est intéressant avec Jasper, c'est que c'est aussi enfin le film qui explique concrètement pour la première fois c'est quoi son don. Parce que jusqu'ici, c'était flou. Il peut C'était ressentir. Vraiment pas bien expliqué. Alors, il peut sentir, mais il peut aussi manipuler les émotions d'une pièce. Pour moi, c'est peut-être le vampire le plus puissant des Cullen parce que tu veux que les Cullen, ils aillent démonter quelqu'un, tu leur fais ressentir la colère, l'agressivité, ils vont te buter la personne. Tu veux que les Cullen arrêtent d'être sur un truc, tu leur fais ressentir le fait qu'ils doivent être joyeux, ils vont être joyeux. C'est hyper dangereux comme pouvoir. C'est limite de la manipulation mentale. On n'en parle pas assez de ça. Alors que c'est, pour moi, le pouvoir le plus puissant, le plus dangereux des Cullen. Parce que t'as Emmett, bon, lui, il est juste fort. Bon, rien à foutre. Ils sont tous forts de toute façon. Il sert à rien, lui. Mais point. Voilà. Il est marrant. Il est marrant, mais il sert à rien. Mais la plupart des personnages, c'est... T'as Alice, bon, elle voit le futur, et encore, c'est un peu flou, donc en fait, ça sert à rien. Alice a l'air d'avoir une vie de Edward... merde. Hein, parce que oui. Alice a l'air d'avoir une vie de merde, parce que quand tu réfléchis, toutes les 2 secondes, on dirait que elle a un flashback. Un peu comme une des Halliwell. Il y avait une des Halliwell dans Charmed qui avait le même problème, non? Elle avait des flashs comme ça, je me rappelle. Oui, c'est ça. Et Jasper, au final, qui est pas du tout bien exploité, il réussit à manipuler les sentiments des gens, ce qui est une arme extrêmement puissante. Et en fait, c'est typiquement le personnage qui pourrait être un politicien. Tu voyais justement qu'il était pris dans l'armée parce qu'il arrivait à convaincre les gens et à les manipuler. Donc c'est aussi pour ça qu'elles l'ont mordu. C'est tellement pas exploité alors que c'est un pouvoir hyper intéressant. On dit du maître que c'est un peu X-Men chez les vampires. Donc ça, je te laisserai découvrir ça. Mais ce pouvoir-là, il est un peu inédit et je vois pas beaucoup de super-héros qui ont un peu ce type de pouvoir. Ce qui en fait, pour moi, peut-être le personnage le plus atypique des Cullen. Donc, il y a un background de soldats confédérés qui est sûrement un peu nostalgique de l'esclavage, on va pas se mentir. Mais son pouvoir, c'est mon pouvoir préféré des Cullen. Jacob porte Bella dans les bois pour qu'elle sente comme un chien. Et il ne parle que de l'imprégner sur le chemin. Il ne lâche pas l'affaire, quoi. Il ne parle que de ça. Jamais. Oh là là. Jamais. On a une scène mignonne avec le père de Bella qui reste le meilleur personnage de la saga, lui aussi. Charlie. Il veut avoir la fameuse conversation sur le sexe avec sa fille. Mais elle lui dit qu'elle est vierge, donc il la laisse tranquille. Et c'est là que... Et ouais. C'est un peu awkward, mais c'est peut-être une des scènes les plus réalistes, quoi.
t'es un peu embarrassé de parler de sexe avec ta famille et tout ça. En fait, c'est peut-être la plus, la plus réaliste, et peut-être la plus mignonne du film parce que c'est une situation qui dépasse le fait qu'il y ait des vampires et des loups-garous dans l'équation. Et c'est dommage que le film lui ressemble plus à cette scène parce que c'est vraiment le genre de truc un peu awkward mais finalement assez mignon et où tu peux te dire ah oui je suis un peu passée par là aussi, sauf exception quoi. Elle aurait dû lui dire la vérité. Papa, je suis vierge, mais ce soir je vais prendre. Parce que dans la scène juste après, elle voit Edward et elle veut coucher avec. Edward, il lui fait le coup de la panne. Il veut pas parce qu'il veut d'abord lui demander en mariage, etc. Blablabla. J'aimais bien Edward à l'origine. Je le trouvais intéressant. Et là, je le trouve tellement plat, quoi. Dans ce film, il est très plat, Edward. Fini, hein. Il y a plus la flamme, quoi. Mais même pas forcément dans le jeu d'acteur. Hein. Je parle juste le personnage en tant que tel. Son personnage maintenant, c'est juste je veux t'épouser. C'est tout ce qui compte pour moi. Et je veux t'épouser. Après, peut-être qu'on couchera ensemble, mais d'abord, je veux t'épouser. Il fait que ça pendant tout le film, quoi. Ouais, complètement. Bah, il s'en fout. Hein. T'as l'impression qu'il veut juste reculer les chances parce qu'il n'a pas envie de coucher avec elle. C'est ça. Il veut juste s'en débarrasser. Mais c'est marrant, il lui fait sa demande en mariage alors qu'elle a qu'une envie, c'est de baiser avec. Quoi. Oui, là, genre... et au final, elle ne baise même pas ce soir-là. C'est ça qui est drôle. Ouais. Ils vont faire du camping et Jacob réchauffe Bella devant Edward qui est pas très content. Et pendant qu'elle dort, enfin entre guillemets, elle fait semblant de dormir, on va pas nous la faire. Oui. Jacob et Edward font connaissance et ils se rendent compte qu'ils pourraient être potes vu que c'est tous les deux des connards en fait. Tu vois, ils se disent on a des choses en commun, on est tous les deux super possessifs, on est un peu creepy. Bon, il y en a un qui l'est un peu plus que l'autre, mais sinon dans le premier, Edward est quand même bien creepy quoi. Je trouve que les deux se. En tout cas, Stéphanie Meyer, elle a une vision de ce qu'elle attend de l'homme qui est assez spéciale, je trouve. Ah bah c'est pas patriarcat à fond les ballons. Ouais, voilà, concrètement à Twilight ça se passe dans les années 2000 parce que c'est 2006-2007 je crois pour le début des romans. Bon, tu aurais mis ça dans les années 50-60, ça aurait été la même chose et la même finalité à 2-3 exceptions près pour le fait que certaines femmes ont quand même une sorte de boulot et tout ça. Quand tu y penses les Cullen, soit c'est des personnes au foyer comme Esme, ou alors ils vont au lycée parce qu'ils s'emmerdent en fait. Donc c'est pas non plus la vision la plus progressiste qui soit de la société et de la jeunesse et des femmes. Et clairement, la relation de Edward et Bella s'inscrit dans ce schéma. C'est un peu l'équivalent d'une grande famille mormone. Hein. Pour revenir un petit peu à ce qu'est Stéphanie Meyer, c'est que dans ce cas précis, encore moins que d'habitude, tu ne peux pas séparer l'art de l'artiste parce que l'artiste retranscrit un petit peu son quotidien. Tout le monde doit faire des choix. Il faut que tu acceptes les miens. Il est possible d'aimer plus d'une personne à la fois. J'ai déjà vu ça. Avec Sam, Emily et Léa. Eh bien, je ne suis pas une louve. Je ne peux pas m'imprégner. Mais ça n'a rien à voir avec l'imprégnation. Ça a à voir avec éprouver des sentiments pour quelqu'un. Jacob apprend que Bella va se marier et donc il décide de faire sa drama queen en haut d'une montagne. Ils s'embrassent et j'ai mis pause. Et je crois que j'ai gueulé pourquoi. À quel moment elle a zéro raison d'aimer Jacob. Ok, il est sympa, c'est comme un frère pour elle. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, tu vois. Et on dirait qu'elle le fait par pitié. Dans cet instant, c'est limite par pitié qu'elle lui jette un os, quoi. Tu vois. On dirait ça. Je pense que c'est pas voulu. Dans les bouquins, ça doit être différent. Elle est vraiment partagée dans les bouquins, j'imagine. Ouais. Oui, bah oui, c'est vraiment... C'est vraiment, je suis déchirée entre Jacob et Edward, mon cœur est déchiré en deux. On te raconte qu'elle passe sa nuit à pleurer au point qu'elle est juste épuisée et qu'elle s'en endort de fatigue. C'est très drama queen, c'est vraiment Bella la drama queen dans le roman. Là, ils ont transformé Jacob en Bella, pas du tout, non, en drama queen. Pour au final un chantage affectif que je trouve assez malsain, c'est-à-dire
embrasse-moi, sinon je vais au combat me suicider. Enfin, c'est horrible. Ouais, c'est pas très. Jacob, vraiment, il coche toutes les cases du gars de. Les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire et les choses à ne pas dire par Jacob. Voilà. Et tu te dis, mais c'est d'une violence. C'est horrible, quoi. Elle c'est vraiment. En plus, dans le roman, tu n'avais pas besoin de ça pour comprendre qu'elle était amoureuse de lui. Et tu le comprends très vite dans sa manière de s'exprimer à son sujet, tout ça. Mais là, dans le film, bah, du coup, c'est pas du tout bien expliqué. Et tu te retrouves avec Kristen Stewart qui fait Jacob, qui lui fait tellement mal que dans ma salle de cinéma, des mecs ont rigolé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est censé être la scène la plus dramatique du film où, oh là là, elle va embrasser l'autre qui n'est pas son fiancé et tout ça. Et c'est vraiment horrible, quoi. La scène est horrible. Et c'est pour ça que je trouve que le payoff le plus drôle de cette scène, c'est Edward qui est mort de rire, quoi. Lui, il s'en fout, il est en mode bah ouais, meuf, en fait, c'est foutu de ta gueule, quoi. Edward, c'est un tchad. Edward, c'est la grande classe dans cette scène. Dans cette scène, c'est la grande classe. Il est hyper based, il est en mode bon, bah. J'accepte, hein, t'inquiète pas, hein. Non, mais t'inquiète, moi je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux. Genre, il a un coup d'avance, quoi. J'ai bien aimé sa réaction. Ouais, j'ai bien aimé sa réaction. Franchement, c'est pour en fait, c'est que je suis Team Edward, c'est un gros mot, mais c'est un peu pour ça que je suis Team Edward, c'est que le mec est tellement chill quand il voit les vacheries que Jacob est prêt à faire pour pécho Bella, que je me dis que c'est peut-être plus ça en fait, ce qu'il fait. Et en fait, dans le roman, il t'explique que au premier signal, il est prêt à laisser partir Bella parce que il n'ose pas sacrifier sa vie humaine pour lui. Du coup, tu te retrouves avec lui qui, par moment, jette un petit plat dans les bras de Jacob. Et en fait, à la fin, il réalise juste que ce mec est juste une mascarade, quoi. C'est un fumier. c'est juste une fraude. Et du coup, Bella le réalise aussi, et du coup, elle est hyper claire, quoi. On a la grosse bagarre du 3e acte. Comme j'ai noté, Matrix extrême low cost. Oui. C'est mieux que les scènes d'action des films précédents, mais ça reste quand même, je sais pas si c'est à cause du look des acteurs, leur maquillage, etc. Enfin, il y a un truc qui fait super fake à chaque fois, qui fait très faux, quoi. Et en plus, c'est pas vraiment clair comment tuer un vampire, comment tuer un loup-garou. Il n'y a pas eu de règle établie avant. Comment est-ce qu'on tue un loup-garou, comment on tue un vampire. Donc je vois juste des gens qui se balancent, qui s'attrapent et qui se jettent. Ils font que ça. Ils font que de s'attraper et de se jeter pendant tout le truc. Et même les loups-garous, au final, il faut quoi, 3 loups pour tuer un vampire ou un truc comme ça, donc ils servent pas à grand-chose. Et il n'y a aucune tension, il y a pas vraiment... Tu vois, si encore ils avaient tué un Dekelen ou un truc comme ça, tu vois, là, il y aurait eu un peu plus de tension, un peu une raison pour Edward de revenir vénère, un truc, je sais pas. Là, il y a pas de tout ça, en fait. Tu sais très bien que tous les personnages vont survivre et il va rien se passer, au final, quoi. Ça se ressent dès le début de la scène d'action. C'est vraiment la baston habituelle du 3e acte où, vu que ça devient des blockbusters, il faut forcément de la baston dans le 3e acte. C'est ça. Du coup, on te montre ce qui n'est que décrit par Edward dans le bouquin, qui reste à distance et qui montre qui explique le combat à Bella, tiens, machin s'est fait tuer et tout ça. C'est un commentaire de foot, en fait, dans le roman. Et il y a même la métaphore, je crois que Bella, j'ai l'impression de voir Edward qui me fait un match de foot. Donc c'est plutôt rigolo. C'est vraiment, tu sais pas écrire des scènes d'action, c'est pas grave. J'ai trouvé un subterfuge pour te les faire vivre. Donc c'est vraiment de la déboue de la part de Stéphanie, mais ça fonctionne parce que maintenant tu peux représenter toi-même dans ta tête ce qui se passe. Et en fait, tu vois le combat et c'est pas désagréable à regarder. T'as des bonnes idées. C'est plutôt marrant de voir des loups et des vampires s'allier contre d'autres vampires. L'idée sur le papier est plutôt marrante. Mais en fait, je trouve que c'est hyper court. En 5 minutes, le combat est fiant. Si nous n'étions pas ennemis, si tu ne voulais pas me voler ma raison d'être sur cette terre, je t'apprécierais sans doute. Et si tu ne voulais pas sucer le sang et la vie de celle que j'aime, je pourrais... Non. Même pas là. Edward tue Victoria grâce à une diversion de Bella, et ainsi meurt la méchante la moins intéressante de l'histoire,
qui était pas vraiment... je m'en souviendrai plus dans une semaine qu'il y avait ce personnage. Mais je me souvenais même plus, tu vois. Ouais, il y a Jacob qui se fait casser les os. Et là, il y avait les Volturi qui débarquent en retard. C'est vrai qu'il y avait une petite scène avec les Volturi un peu plus tôt dans le film. Et c'est Jane, la méchante, qui tue un des nouveau-nés, enfin une des nouveau-nés, qui s'était rendue, comment elle s'appelle déjà, tu m'avais dit ? Brittany, t'avais dit, c'est ça ? Brie Tanner, mais... Brie Tanner. Ah, j'avais compris qu'elle s'appelait Brittany. Non. Qu'est-ce que tu penses des Volturi ? Tiens, attends, je te tiens là, puisqu'on n'a pas vraiment de raison d'en parler dans ce film, mais bon, on sait jamais s'il y a des trucs dans les films d'après qui t'intéressent vis-à-vis des Volturi. Je trouve ça hyper intéressant comme idée d'avoir une famille royale de vampires. J'aime vraiment beaucoup l'idée que, loin de tous les clichés, on va dire, que Dracula il vit dans un château hyper éloigné au fin fond de la Transylvanie, qui sort que la nuit et tout ça. J'aime beaucoup l'idée que eux vivent dans l'environnement, donc certes ils vivent à l'intérieur d'un château, mais que c'est vraiment dans une région baignée de soleil tout le temps. Et je trouve que le contraste est hyper drôle, hyper intéressant. C'est pas assez bien exploité ni dans les romans, ni dans les films. Mais je trouve que tout le lore un peu autour d'eux, la manière qu'ils ont de se nourrir des touristes et tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment un humour un peu noir que j'aime bien, qui est trop rare d'ailleurs dans Twilight, alors que pourtant pour moi c'est un super terreau à humour noir et je trouve que c'est trop rarement exploité. Du coup, moi Michael Sheen en Volturi, mais donnez-lui un Oscar quoi, il fait tellement n'importe quoi, c'est hyper drôle. Ouais, c'est vraiment l'équivalent de Eddie Redmayne dans Jupiter Ascending, tu vois. Mais en fait, Michael Sheen, je rigolais et je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que à quel moment tu te dis un vieux vampire italien, tu te dis je vais prendre Michael Sheen, le mec le plus anglais de l'histoire de la Terre. Ben en plus, il avait déjà joué il pourrait jouer le prince Charles, tu te dis. Limite, il pourrait jouer le prince Charles, quoi. Enfin, il a cette tête-là, tu vois. Il a joué Tony Blair. Il a joué Tony Blair, c'est vrai, en effet. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, je crois qu'il avait joué un loup-garou dans un film Underworld, donc c'était plutôt marrant. Ah oui, c'est vrai, pour le clin d'œil de le voir là. C'est dans le chapeau, les amis. C'est dans le chapeau Underworld. Et t'as aussi un des acteurs de True Blood qui joue un autre des Volturi, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Mais non, mais moi, je trouve que les Volturi, c'est hyper marrant. Après, je trouve qu'ils ont des pouvoirs assez marrants dans le genre Evil, Vampire, le pouvoir de Jane de provoquer la douleur en regardant les gens. Je trouve que c'est un pouvoir incroyable. Vraiment 10 sur 10, rien à dire. Après, ce qui est un peu embêtant, la force, c'est que... quoi. Ouais, c'est ça. Après, le problème, c'est que là, tu sens qu'il faut un peu envoyer quelqu'un en mode on a encore un contentieux, mais on n'est pas trop les méchants principaux. Donc, le quai de fin de Dakota Fanning, c'est un peu là pour juste dire ah oui, mais en fait, il n'y a aussi les Volturi, donc c'est un peu inutile. Ouais, complètement. Comme ce film. J'ai failli dire comme cette saga, mais non. Ça nous a donné deux bons acteurs, je vais pas cracher dessus. Oui. Bella annonce à Edward qu'elle veut faire l'amour et se marier avant de devenir une vampire. Et pour une fois, au moins, c'est plus ou moins Bella qui décide de quelque chose, qui fait son propre choix. Donc c'est pas mal, c'est déjà bien, je veux dire, par rapport à d'habitude. Et on termine là-dessus. Donc, au final, le film précédent se terminait sur Edward qui lui disait « Je veux que tu m'épouses ». Et là, on a pris tout un film pour qu'elle dise « Oui, je veux bien t'épouser, mais avec mes conditions ». Et en gros, t'as quasiment tout un film qui ne sert à rien, en fait. Oui, c'est vraiment ce que tu peux reprocher à ce film-là, c'est que j'aime bien, hein, parce que bon, je me dis un peu du mal là dans le podcast, mais ça reste quand même un film qui, je trouve, a pas mal de qualités techniques, qui a une super bande-son avec des super groupes d'ailleurs, et c'est un des points forts de la saga, c'est que t'as littéralement tous les groupes de la scène indé, indie, post-rock, tout ça qui sont sur les bandes-sons, et la superviseure musicale, elle a vraiment fait le taf du siècle à ce niveau-là sur tous les films de Twilight. C'est un des rares trucs que je peux pas reprocher vraiment objectivement à ces films-là. Il y a beaucoup de Muse. Après, oui. Dans chaque film, il y a une chanson de Muse. C'est pas ça le délire? Oui, parce que c'est le groupe préféré de Stéphanie Meyer. Ah. Voilà. Moi, c'est l'inverse, tu vois. C'est le groupe que j'aime le moins. Mais effectivement, je te rejoins au fait que c'est typiquement le film, quand tu le termines, tu te dis, vous êtes quasiment géographiquement
au même endroit que la fin du 2. Il s'y passe littéralement la suite de la scène de la fin du 2. Tu peux retirer ce film-là de la saga, t'enchaînes le 2 avec le 4, ça reste debout, ça reste correct. Ouais. Là où dans le 3, il y a beaucoup plus d'enjeux qui sont développés et qui en font que même si c'est peut-être le maillon entre un peu le calme avant la tempête, ça n'en reste pas moins l'un des moins désagréables à lire parmi les 4 bouquins qui sont pas forcément des Nobel de littérature, loin de là. Je trouve qu'il fait un peu épisode filler, tu vois. Oui, complètement. C'est là qu'on apprend l'origin story de quelques-uns des personnages, etc. Justement parce qu'on n'a rien d'autre à raconter, tu vois. Oui, ça c'est vraiment un choix vraiment pénalisant pour le film, c'est que il a beaucoup de mal à justifier sa propre existence, si ce n'est que t'as pas mal un peu d'action et de loups-garous, d'effets spéciaux, et en fait c'est pas des masses quoi. Donc il y a 2-3 trucs marrants quand même dans le film. T'as Edward qui dit mais Jacob il porte jamais de t-shirt. T'as effectivement les flashbacks sur les Cullen. Ça pose un peu les bases aussi du 4, notamment sur les enfants vampires. Bon, c'est pas non plus un épisode filler d'une saison de télévision de 24 épisodes où la moitié des épisodes c'était fillers, tu vois. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, effectivement. Bon, on a fait le tour. On peut te retrouver où, toi, en ce moment ? Je reprends bientôt le Lemon Adaptation Club avec au moins 3 épisodes avant la fin de l'année. Demain soir, j'enregistre un nouvel épisode de Infusion, donc le podcast que j'ai sur le thé. Très très loin de Twilight et des vampires. T'es sur First Print aussi, non ? First Print, en fait, ça dépend des adaptations et tout ça. Donc, et puis si vous voulez écouter je sais pas du tout quand j'y reviens. Si vous voulez écouter Océane et que vous avez jamais écouté Marvel Initiative, il y a plein d'épisodes pour vous si vous voulez. Oh oui. Il y en a beaucoup. Putain. T'as fait... je pense que tu dois être la personne qui a fait le plus d'épisodes de tous mes podcasts au final, j'imagine. Tu t'as dû en faire quoi, une 30, 40 un truc comme ça. Déjà, en comptant les Twin Peaks et tout. Oui, t'as les Twin Peaks aussi. T'as... Oui, je pense qu'on atteint la trentaine. Ouais, facile. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, ça commence par une chose un peu moins facile. Et peut-être même dangereuse. Il faut l'annoncer à Charlie. Oui, c'est très dangereux. Heureusement que tu es à l'épreuve des balles. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et de votre patience dans ces 3 semaines, 1 mois sans épisode. C'était pas de ma faute, franchement. Moi, je voulais qu'une seule chose, c'était de continuer les podcasts et surtout d'en finir avec Twilight. Mais là, j'ai été obligé de faire une pause. Mais c'est bon, je suis de retour. Et aussi, désolé pour la qualité audio de l'épisode d'aujourd'hui. Normalement, en fait, on était censé le faire ensemble, mais il y a eu la mort de la reine. Étant donné que Océane bosse dans les médias, elle était un peu obligée de rester, de travailler tard. Donc au final, on s'est retrouvé à faire ça à distance puisqu'elle n'était pas disponible le reste de la semaine et je voulais absolument que l'épisode sorte lundi. Donc voilà, l'épisode a des petits problèmes de son parce que Océane n'a pas une très bonne connexion. Mais on va retourner aux épisodes en présentiel dans pas longtemps. Et si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça aide énormément. Et je voulais aussi faire un grand merci à Sébastien Morbius, la comtesse Océane Bathory, Nandor d'abord, Aurélien Cullen, Van Alexis, Lizzie Von contre les vampires, Seth the Blade, Luna Swan, Béa et Barbara les maîtresses de Dracula, le Gérard du Lagon Noir, Michel Spike et Claire Marceline, les grands patous, c'est-à-dire les plus grands contributeurs du Patreon. Si vous voulez les rejoindre et découvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'épisodes bonus, ainsi que mon podcast perso, ainsi que les archives de mon ancien podcast Bonesplaining et mes analyses des séries Marvel actuelles,
c'est sur patreon.com/plan-séquence. En gros, vous choisissez votre rang que vous voulez rejoindre. C'est à partir de ce que vous voulez. Mais à partir de 3 €, vous avez les épisodes en avance. À partir de 5 €, vous avez accès à tous les épisodes bonus. Et à partir de 10 €, je vous remercie en fin de chaque épisode, comme je viens de le faire. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @lasagapod. Et on est sur Discord aussi. Si vous voulez nous retrouver sur Discord, c'est sur planséquence.net. On a une petite communauté très sympa. Certains d'entre eux ont même créé leur propre podcast qui s'appelle Stop Motion sur l'animation, que je vous conseille grandement. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Twilight 4, chapitre 1, le 4e Twilight. J'ai pas le titre sous les yeux, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous laisse. À la prochaine tout le monde. Salut.